Salut toi, c'est moi. Je suis rentré. Franchement, c'était sympa, j'ai eu cours de philosophie. Bon, vous voulez une petite synthèse? Qu'est-ce que j'ai appris en philo? La philosophie, c'est quoi? C'est une quête de recherche de la vérité. La philosophie se fonde sur des questions avec des réponses multiples, mais on ne peut pas y répondre avec des réponses scientifiques. Tu vois, un exemple de question scientifique, philosophique, j'allais dire scientifique. Qu'est-ce que la philosophie est déjà une question philosophique parce que tu peux pas y répondre scientifiquement. C'est voilà, c'est des débats avec toi-même et avec les gens. La question de la mort, la question du bien ou du mal. J'ai plus de batterie, je vois plus rien. Socrate est un personnage très important de la philosophie. Voilà. Voilà, j'espère que tu vas bien et on se voit peut-être demain pour la suite. Et tu sais quoi, frère, c'est jeudi. Jeudi quoi? Jeudi philo. Alors aujourd'hui, on va apprendre quoi en philo? On va apprendre la comparaison entre le rationalisme et l'empirisme qu'on avait vu la semaine dernière. On a pris 2 heures pour cette comparaison aujourd'hui, donc souviens-toi, le rationalisme prône la raison et les empiristes, en plus de la raison, ils veulent prôner les sentiments, le sens, car pour eux, la raison n'a pas de lien direct avec la morale. Qu'est-ce qui fait la morale? C'est les sentiments. Ce qui va nous faire juger un acte, c'est pas notre raison, c'est nos sentiments. Par exemple, quand tu vas voir un petit enfant pleurer dehors ou une petite vieille pleurer, c'est pas ta raison qui va faire que tu sois triste ou empathique, c'est tes sentiments. Donc l'empirisme. Donc voilà, j'espère que tu as passé une bonne journée. On se dit à demain. Je t'embrasse très fort. Mouah. Et tu sais quoi, frère, j'ai complètement oublié en fait de faire la vidéo d'hier. Donc aujourd'hui c'est le week-end et on va apprendre quoi le week-end? On va apprendre le cognitionnisme. C'est cognitionnisme. C'est quoi le cognitionnisme? What the hell? Tu sais quoi, frère? J'ai complètement oublié de faire la vidéo d'hier. Donc ce week-end, on va apprendre le cognitivisme moral. Mais c'est quoi le cognitivisme moral? Ben, il va prôner la connaissance. Souviens-toi, on avait vu le rationalisme prôner la raison, l'empirisme prôner les sentiments, et donc le cognitivisme prône la connaissance. Un cognitiviste très connu, c'est René Descartes, car pour lui, la volonté ne sait pas ce qui est bien ou mal. C'est la connaissance qui va indiquer à la volonté ce qui est bien ou mal. Il va aussi parler d'entendrement. Pourquoi il va parler d'entendrement? Laisse-moi regarder parce que j'ai un peu oublié. Donc, parce que la connaissance de l'entendrement doit toujours précéder la détermination de la volonté. Il faut se baser sur la connaissance pour être sûr que notre action soit bien. Donc, je te souhaite un bon week-end et je t'embrasse. Mouah. Et c'est quoi, frère? Oh là, je sais pas pourquoi j'ai zoomé. On est enfin les vacances de Pâques. Bon, je sais que j'ai pas mis la vidéo d'hier et d'avant-hier de jeudi philo. On va le faire aujourd'hui. Mais tu vas écouter le programme pour ces vacances ensemble. Ouais, il est chargé. Ouais, j'ai chargé le truc. De toute façon, on a beaucoup à rattraper. Première semaine, ça sera psychologie clinique. La seconde session, elle arrive, donc on va préparer ça doucement. Deuxième semaine, beaucoup plus mollo, on va voir psychologie sociale. Ça va? J'espère que tu passes une bonne journée. J'espère que tu as prévu de te relaxer et de partir en vacances. Ou rester seul, tranquille et penser à la vie. C'est bien aussi. Aujourd'hui, philosophie, vertu, comment il s'appelle encore? Aristote. Eh ouais, celui-là. Eh ouais, ce petit Aristote là. Est-ce que t'es prêt? Parce que moi je le suis. On y va direct. Go, 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 go. On garde le texte au-dessus toujours, ça marche. Donc la vertu peut s'appeler aussi phronésis. Donc la sagesse pratique. Il faut que tu saches, frère, que la vertu est un équilibre entre l'excès et le défaut. C'est une façon de se comporter euh, qui se développe par expérience. Donc, on l'a tous.
Selon Aristote, la vertu n'est pas un don naturel, mais que la nature nous aurait quoi? Il aurait dit, nous aurait rendu capables d'être vertueux si on la développe. Il nous dit aussi, selon Aristote, Et tu sais quoi, frère? Spécialement cette semaine, on va voir mon cours d'éthologie. Parce que j'ai ma seconde session qui arrive bientôt. Et dimanche, je vais mettre ma longue vidéo sur YouTube. C'est lundi, t'as vu ma voix, elle est cassée. Longue semaine. J'espère que toi, tu commences déjà une bonne semaine. Est-ce que tu es prêt pour ce premier cours, on va dire, d'éthologie? Parce que moi, je le suis. Alors, let's go. Mais c'est quoi alors l'éthologie? Mais l'éthologie, c'est simple. C'est l'étude scientifique du comportement des animaux, incluant l'humain, dans leur milieu naturel ou dans des milieux expérimentaux, par des méthodes scientifiques d'observation et de quantification, par le biais de la parole, mais surtout par le comportement, parce que tu sais quoi, frère, le comportement est inné. On va voir deux approches. La première approche, c'est l'approche européenne naturaliste. Elle essaye de comprendre le caractère inné. Et il y a la deuxième approche, c'est l'approche américaine, c'est l'approche expérimentale. Et elle essaye à comprendre plus la formation du comportement des animaux. Demain, on va voir, donc mardi, les abeilles. Et lundi, c'est mollo mollo, hein, ok? Je t'embrasse. C'est quoi, frère? C'est mardi. N'oublie pas, c'est semaine éthologie. Donc aujourd'hui, on va voir la danse des abeilles. Avant que je t'explique c'est quoi la danse des abeilles, il faut que tu saches que le langage des abeilles est inné, contrairement à l'homme qui doit la développer. C'est Karl van Frisch, en 1956, qui étudie la danse des abeilles. La danse des abeilles, c'est un langage complexe utilisé par les abeilles extérieures pour communiquer aux abeilles à l'intérieur de la ruche la distance de la nourriture. Mais elles n'utilisent pas que seulement la danse, mais aussi l'odeur, l'empreinte. Ouais, les abeilles sont intelligentes. C'est quoi, frère? Tranquille, tranquille. Qui m'envoie un message pendant que je fais ma vidéo mardi? On verra plus ça en développement dans ma vidéo YouTube. À demain, je t'embrasse. Hey, tu sais quoi, frère? C'est mercredi. On avait dit semaine quoi? Semaine éthologie. Ouais, bon, il y a des grèves partout. Alors je me suis dit, je vais la faire mollo et je vais juste définir l'éthologie cognitive. C'est tout simplement, c'est les études que on fait sur les représentations mentales de l'environnement que les animaux se créent dans leur tête et on voit s'il y a un lien avec leur comportement. Voilà. Demain, on voit l'effet pyotropique. Une vidéo beaucoup plus longue. Bon, c'est mercredi, mollo, frère. Hein? T'as passé une bonne journée? Bah ouais, je t'embrasse. Hey, c'est quoi, frère? C'est jeudi, semaine toujours éthologie. On arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin. J'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, avec moi, on va voir l'effet pléiotropique. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis déjà. Ouais, on peut rentrer dedans, là, direct. Alors, let's go. Donc, l'effet pléiotropique est la particularité des gènes à agir sur plusieurs caractères. L'effet de ces gènes ne peut pas être lié entre eux. Il y a une expérience qui a été faite par Dimitri Belov qui prend des renards argentés parce qu'ils sont moins agressifs avec les êtres humains. Et les résultats montrent que ces renards devenaient de plus en plus dociles. Et on voyait même apparaître des nouvelles particularités physiques et dans le comportement qui se rassemblaient fort aux chiens. Dans le comportement, les renards argentés utilisaient leur queue pour pouvoir communiquer avec les hommes. Les renards sauvages ne font pas ça.
Et on voyait même apparaître des taches physiques sur les renards argentés. Et c'est vraiment cela, l'effet pléiotrope. Demain, on voit l'imitation et l'émulation. J'espère que tu as compris. J'espère que tu as passé une bonne journée. Je t'embrasse fort. Mouah. Confetti. Et tu sais quoi, frère, c'est vendredi. Oh mon Dieu, la dernière de la semaine. Je suis crevé. Je sais pas si toi, t'as passé une bonne journée, une bonne semaine. T'es prêt pour un bon week-end. Aujourd'hui, avec moi, on va voir l'imitation en éthologie. Parce que c'est semaine éthologie, hein, t'as pas oublié. Est-ce que t'es prêt? Parce que moi, je le suis ainsi tranquille, je vais me reposer. T'es prêt? Wow. Comme ça, c'est mieux ainsi, il y a le texte. Donc, l'imitation est un mécanisme vraiment efficace qui permet à un observateur de comprendre un comportement sans passer par les erreurs ou même la recherche. Ensuite, l'imitation chez les nouveau-nés est une capacité innée chez l'humain. Cette capacité serait basée sur une représentation visuelle des expressions faciales et sur une représentation motrice qui disparaît vers 2-3 mois. On a fait la même expérience chez les singes et on a pu constater que l'imitation et la répétition est inscrit dans le répertoire comportemental animal, mais pas sur tous les singes, parce qu'on va parler d'émulation, mais je suis un peu trop fatigué pour parler avec toi d'émulation, donc on va parler d'émulation demain, ça te dit? J'espère que tu as passé une bonne journée, je t'embrasse fort. Éthologie, révision, on y va direct, ça te va frère? Tu sais quoi, frère? L'éthologie, c'est l'étude scientifique sur le comportement des animaux, incluant l'homme, dans leur milieu naturel ou dans leur milieu expérimental. On avait vu deux approches, souviens-toi, l'approche naturaliste européenne, donc ça c'est tout ce qui a un rapport avec l'inné des animaux, et puis la deuxième approche, c'est l'approche expérimentale, behaviorisme, et là c'est tout ce qui est en rapport avec la formation du comportement de l'animal. Je vais te citer 3-4 termes qui est très important pour moi et ça peut être important pour toi. Ça va? Premier, c'est opérant. C'est un acte moteur volontaire. 2, le principe d'invariant. Et ça, c'est l'effet similaire exercé par plusieurs stimuli d'auprès d'animaux différents. 3, sommation hétérogène. Ça, c'est l'effet additif de différents... C'est quoi ce délire? J'ai été coupé. Sommation hétérogène, c'est l'effet additif de différents stimuli sur le comportement. Et puis il y a le 5, je ne sais plus quel numéro on était, c'est l'effet Garcia. Et l'effet Garcia, donc tu prends le goût et tu prends la nausée. Goût plus nausée, effet Garcia. Je t'embrasse, je ne sais plus quel jour on est, ça va. Ainsi je peux poser ma vidéo quand je veux. Et tu sais quoi frère, c'est jeudi. Jeudi quoi? Jeudi philo. Alors on va apprendre quoi aujourd'hui en philo? C'est quoi? C'était mon dernier cours de philo. Pas avec toi. Avec toi, j'ai encore 2-3 jeudis comme ça avant les gros examens. Je suis stressé à mort, mais ça va. Et toi, ça va? Ouais, moi ça va tranquille. Aujourd'hui, on va l'éthique déontologique. Et demain, je prendrai aussi la journée pour voir la suite. Ça marche? Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis. Alors, on y va. Donc, tout d'abord, l'éthique déontologique et l'éthique du devoir. Cette philosophie explique la condition pour qu'une action soit morale, il faut qu'elle soit réalisée par devoir. Ensuite, Kant défend l'idée qu'un acte moral est un acte dont on a l'obligation. Par exemple, être obligé, j'ai fait tomber mon mic, être obligé sans contrainte. Nous accomplissons un acte sans intérêt, sans conséquence, ok? Enfin, il faut que tu saches que l'acte moral est indépendant des conséquences, mais que le devoir moral a des conséquences et peut être aussi immoral. Je vais te donner un exemple. Imagine, pour sauver un ami, tu dois mentir. Voilà. Demain, on voit l'éthique théologique. Et voilà, profite de ta journée, je t'embrasse fort.
c'est le week-end, frère. Donc, tranquille. Franchement, tranquille. Aujourd'hui, on voit l'éthique théologique, parce qu'hier, on voyait l'éthique déontologie. Je vais pas te mentir. J'ai pas participé à ce cours-là, donc je l'ai appris. On va l'apprendre ensemble. Mollo. Mollo. Déjà, t'as passé une bonne semaine? Pardon? Quoi? Je sais pas, j'ai pas entendu. Est-ce que tu es prêt? Moi, je le suis. On y va. Donc, tout d'abord, l'éthique théologique. On va faire un peu de grec. Télos veut dire but. Ok? Donc, toute action a une finalité. Donc, la morale a besoin de cette finalité. Il faut que tu saches aussi que, comme dans le pragmatisme, on va s'intéresser à la conséquence de l'action. Et donc, c'est une forme de conséquentialisme. Ah, j'ai réussi à le dire. Puisqu'on va évaluer la conséquence et non l'intention. Ensuite, l'utilitarisme est une philosophie qui prend dans l'éthique théologique et elle va se baser sur l'anthropologie de l'homme rationnel. C'est agir pour arriver à un but. Enfin, Jérémy Bentham est un utilitariste qui développe le principe d'utilité. J'apprends avec toi là, parce que je savais même pas c'était quoi l'éthique théologique, donc... C'est trop bon, frère. C'est quoi? C'est jeudi quoi? Jeudi philo. La dernière de philo, parce que c'est la révision, frère. Donc, on y va direct. Si on peut profiter du soleil, moi, tranquille. Donc, tout d'abord, la philosophie, souviens-toi, c'est l'amour de la sagesse. C'est une recherche de quête de la vérité. On avait commencé avec Aristote et Platon. On avait aussi vu le rationalisme qui prône la raison, l'empirisme, en plus de prôner la raison, prône les sentiments, le sens, souviens-toi, parce que pour eux, la raison n'a pas de lien direct avec la morale. On avait vu aussi le cognitivisme avec René Descartes qui prône la connaissance. Ensuite, ah oui, on a vu Phronésis. Laisse-moi un commentaire si tu te souviens, ça veut dire quoi, Phronésis? Un petit indice, Aristote. On avait posé les bases de l'éthique déontologique, le devoir, et on avait vu l'éthique théologique. Et la semaine dernière, on a vu la philosophie du désespoir, le nihilisme et Kant. Je t'embrasse.